Bienvenue dans le Market du succès, le podcast qui booste votre marketing digital. Décryptez les stratégies des leaders et recevez des conseils concrets pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Bienvenue au Market du succès, le podcast de SEMrush. Aujourd'hui, en fait, c'est un épisode assez spécial. C'est notre dernier épisode de la saison. Et on a décidé de faire un format un petit peu différent cette fois-ci. Donc, on a décidé d'être deux marketeuses, de parler un peu d'erreurs que les marketeurs commettent. Donc, notre idée aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de la planification de l'année et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux planifier l'année prochaine. Donc, tout d'abord, Myriam, bienvenue. Merci du coup pour l'invitation. Je suis trop contente d'être là et de pouvoir discuter surtout avec toi. Ça fait très plaisir de t'avoir. Si tu veux, pour commencer, est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, carrément. Alors, du coup, moi, je suis Myriam, je suis consultante de croissance digitale avec une énorme passion pour le SEO. Mais je touche à pas mal de leviers digitaux différents, donc que ce soit les réseaux sociaux, les newsletters, etc. Ça fait 2 ans maintenant que je suis à mon compte et que j'aide les entreprises à avoir plus de visibilité et de chiffre d'affaires. Et du coup, je travaille avec énormément de marketeurs et d'entrepreneurs. Et justement, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir en discuter des problématiques des marketeurs. Donc là, c'est totalement les sujets que je connais bien. Donc, ouais. Avec plaisir. Donc en fait, on sait bien que 2024 approche à grands pas. Ouais. On est en ce moment, je pense que tout le monde, on est ou bien on commence à planifier l'année prochaine ou en plein dans la planification de l'année prochaine. C'est vrai. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment de l'année quand on commence à planifier l'année? Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous les marketeurs, quand on arrive à ce moment de l'année? Je pense que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on revoit un petit peu le budget de l'année d'avant et on se dit cette année, qu'est-ce que je vais allouer, à quel levier je vais mettre de l'argent. Et souvent, le problème, c'est qu'on se base sur le budget de l'année d'avant et on fait une petite plus-value de 10% ou même... Voilà, même parfois on baisse les budgets parce qu'on n'a pas forcément cette visibilité de qu'est-ce qui a fonctionné. En tout cas, sur quel levier on a le plus de retours, de données tangibles pour pouvoir justement investir. C'est plus le problématique, on va dire, la problématique d'un marketeur à cette époque de l'année, c'est de se dire, ok, j'ai le même budget pour l'année prochaine, je vais potentiellement mettre le même argent dans les mêmes canaux. Et en fait, on ne veut pas du tout réfléchir comme ça, on veut changer cette façon de penser pour avoir en fait des investissements qui sont beaucoup plus intelligents. J'ai l'impression aussi que dans les grandes boîtes, par exemple, c'est assez difficile d'avoir une visibilité globale sur tous les leviers et la performance de tous les leviers pour justement attribuer un peu ce budget vraiment aux canaux qui fonctionnent, non? J'ai l'impression que c'est souvent difficile cette communication des différents départements lors de la création des budgets. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile, non? Je prends mon budget, ce qui a fonctionné dans mon secteur, dans mon équipe, et on va rajouter 20%, on va rajouter 10%, on va enlever, non? Selon. Donc c'est vrai que c'est... Tu touches un truc du doigt parce que c'est vrai qu'en fait, plus la boîte elle est grosse, plus il va y avoir un problème de communication, il va y avoir trop d'interlocuteurs et surtout les gens ont moins tendance à se retrouver dans une salle de réunion où chacun apporte les statistiques de son équipe dans une volonté en fait de mettre toutes ces données en commun et de prendre une décision en fait un peu collégiale, tu vois. Là, j'ai l'impression que et c'est un peu le paradoxe de la grande boîte, c'est que plus t'as une grande boîte et plus t'as des sortes de petites boîtes dans une grande boîte, en fait. Chacun a l'impression d'avoir son marché, son équipe, et tout est très cloisonné, en fait. Et ce problème de manque de fluidité et de communication, c'est ce qui génère derrière des budgets mal pensés, des actions mal faites, et surtout beaucoup de frustration entre les gens parce que tout le monde a ce sentiment que l'autre équipe ne la comprend pas, en fait. Ouais. Et c'est bien ça qui est dommage. C'est souvent des équipes qui travaillent aussi de façon très indépendante. Ouais. Donc, on voit pas... On oublie souvent, non, l'importance de travailler l'équipe organique avec l'équipe de paid ads, non? Ou l'équipe de publicité, ou bien l'équipe de contenu avec l'équipe de SEO. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a une partie analytique, par exemple, aussi, qui devrait être qui est très axée que sur les chiffres d'affaires, mais qui devrait aussi apporter beaucoup de données sur, justement... des petits insights sur la performance des contenus, la performance des différents canaux. Et j'ai l'impression que souvent, c'est très axé que sur les KPI business. Oui, c'est ça. Mais t'as aussi ce truc, en fait, où chacun a ses propres objectifs. C'est pour ça que j'aime pas dire que, par exemple, je suis consultante SEO, parce que ça fait trop... je suis en train de travailler le SEO, je suis que focalisée sur mes objectifs SEO. Et en fait, du coup, je prends pas en compte l'objectif de base qui est quand même de générer de l'argent. Enfin, c'est pas tabou, une entreprise existe pour générer de l'argent, donc il faut se le dire. Et en fait, à partir de ce moment où tout le monde a le même objectif, à savoir générer de l'argent, on n'est pas en train de se dire ok, moi je dois faire que du SEO, moi je fais que mes ads, moi je fais...
Et ça, c'est vraiment l'ennemi d'une croissance, c'est que chacun soit dans son coin en train de réfléchir à ses propres objectifs. Mais c'est pas la faute des gens, c'est parce qu'on les a embauchés pour un poste en particulier et parce qu'on leur a donné des objectifs sur un poste en particulier, au lieu de les faire participer de manière plus collégiale à un ensemble, à une vision plus globale, en fait. Et c'est ça qui manque, je pense. Il y a aussi, je pense, le problème de l'attribution dans les différents canaux. Parce que du coup, tous les différents départements, on est mesurés souvent sur des KPI différents ou les mêmes KPI. Mais le problème, c'est justement si le premier touchpoint d'un client, c'est organique, mais après, la conversion, c'est sur un contenu blog et tout. Après, tout le monde veut jouer son jeu, non? Veut jouer pour gagner dans ses résultats. Exactement. Et je pense que souvent, c'est le problème un peu, c'est la compétition interne des propres KPI de chaque équipe, au lieu de justement avoir un peu cette philosophie de on est tous dans le même bateau, non? On est tous dans la même équipe et on doit tous jouer pour atteindre les objectifs. C'est ça. En plus, même souvent, on en avait discuté la dernière fois, c'est que ça crée parfois même des espèces de... Pas d'animosité, c'est peut-être un grand mot, mais tu vois, un peu ce côté-là où souvent, même vulgairement, on dit souvent, par exemple, que l'équipe sales, elle aime pas les marketeurs, ils aiment pas les sales. C'est tout un autre sujet. C'est encore... Et en fait, tu vois que les deux, en fait, ils ont les mêmes objectifs, ils font la même chose, mais tellement qu'ils se parlent jamais, tellement qu'il n'y a pas cette communication-là, tellement que chacun s'occupe de... En fait, chacun ne sait pas ce que l'autre fait. Ouais. On va se dire que le marketeur, il met des belles couleurs sur une affiche, et puis on va se dire que le sales, ok, on lui a apporté un lead, donc je vois pas de quoi il se plaint, tu vois. Et en fait, c'est ça qui pose en fait ce problème dans toutes les boîtes. Franchement, il y a très rarement des boîtes qui ont une espèce de fonctionnement qui soit très horizontal, où tous les départements sont impliqués et tout le monde incentivé sur la seule chose qui compte. Non, c'est clair. Donc du coup, quand on parle un peu, si on rentre un peu dans le vif du sujet, non, qui sont les erreurs que les gens commettent. On a parlé avant un peu, c'est le fait de se disperser, non, sur plein d'activités de marketing qui vraiment, ils n'ont pas en fait l'objectif du business en tête. Ouais, complètement. Moi, je vois souvent, et c'est une erreur que je vois souvent, surtout dans les petites et moyennes boîtes, le truc de se disperser sur des trucs qui leur apportent pas forcément d'argent, comme par exemple, pour moi, quand on a une moyenne boîte, on n'a pas à focaliser la moitié de sa petite équipe marketing sur des podcasts, par exemple. Par exemple. Y a des priorités qui sont générer du chiffre d'affaires, des choses comme ça. Et en fait, tu vois que les gens, ils se lancent dans des trucs en se disant, ok, les podcasts, ça fonctionne bien, c'est trendy, je vais en lancer un, ok, mais les répercussions d'un podcast derrière, c'est quoi? Pour moi, c'est un canal qui est super, on est en train d'en faire un, là, donc je vais pas... Le podcast, c'est bien. Je vais pas cracher dessus, tu vois. Mais c'est quand t'as une boîte quand même qui est plus grande, quand t'as des problématiques de visibilité, de notoriété, qui sont propres aux grandes boîtes, qui ne sont pas forcément propres aux petites et moyennes boîtes, parce qu'il y a des objectifs prioritaires, comme générer de l'argent. Donc, si j'ai une équipe de 4 personnes, j'en dédie pas même une à faire des événements ou des podcasts ou des TikTok, parce que c'est tendance, en fait. Donc ouais. Donc, en fait, c'est le problème, c'est un peu... C'est les tendances. Non, on voit beaucoup, surtout de petites boîtes, j'ai l'impression, qui justement voient... la nouvelle plateforme sociale, le nouveau contenu, format de contenu, la nouvelle façon d'optimiser les ads, peu importe, non? Et du coup, ils oublient, en fait. C'est un peu... Ils oublient l'objectif principal de la boîte, ils oublient c'était quoi... non? Et du coup, de là, l'importance, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui les ramène un peu en ligne, tu vois. Mais j'imagine que ça va être compliqué. Donc, comment est-ce que toi, tu gères un peu, par exemple, les clients qui justement te viennent avec ces idées on veut lancer un podcast, un TikTok. Je leur dis, alors c'est hyper compliqué, je vais pas te mentir, c'est quelque chose qui est très difficile, mais je leur dis un truc que je dis, j'ai l'habitude de travailler avec des entrepreneurs. Parce qu'en général, ça vient toujours des entrepreneurs, c'est eux qui ont cette vision, en gros, ils veulent faire plein de choses en même temps et en fait ils se dispersent. Je leur dis, le problème de l'entrepreneur, c'est qu'il veut être partout, faire plein de trucs, mais il faut se rationaliser sur ce qui fonctionne, ça va vous apporter de l'argent, et avec l'argent qu'on gagne, on le réinvestit sur d'autres canaux. Mais on peut pas se mettre sur courir 10 livres en même temps, c'est pas possible. Et quand je leur dis ça, oui, mais non, mais oui, mais non, mais... Et en fait, c'est vraiment à force, je leur dis, voilà, on se disperse. Non, on se disperse. Et c'est un travail perpétuel que de devoir les recadrer. Ça fait partie, en fait, il faut se dire, ça, c'est le mindset, ça fait partie du mindset des gens. C'est difficile quand on se dit, je me suis impliquée, bon, j'ai quand même lancé un podcast, j'en suis au 6e épisode, bon, ok, d'accord, ça marche pas super bien, mais c'est difficile de se dire, en gros, je vais abandonner.
Ok. Alors qu'on a déjà mis autant d'énergie, etc. Donc, la personne en face, donc le consultant, doit avoir beaucoup d'empathie et essayer de faire comprendre les choses en marchant un petit peu quand même sur des œufs, mais dire, OK, on reprendra ça quand on aura fini ça qui est prioritaire. Et donc oui, c'est un vrai enjeu. Il y en a qui l'écoutent, il y en a d'autres qui l'écoutent pas du tout, hein, je vais pas te mentir. Mais même dans les grandes boîtes, hein, je pense qu'il y a aussi des idées qui ressortent. Et après, moi, ce que j'ai toujours fait, c'est m'appuyer un peu sur l'analyse, non? Donc, c'est la projection de quel va être l'impact de ce podcast ou quel va être l'impact de cette action que tu veux faire. C'est ça. Et c'est un peu... après, on peut s'approcher plus ou moins à l'objectif, non? Mais au moins, tu as une idée de quel est l'impact que tu veux causer que tu veux avoir sur, justement, sur la boîte ou sur le business. Donc, si cet impact est directement lié au chiffre d'affaires, si l'impact est directement lié qu'à la visibilité de la marque, au branding, après, il faut voir, ça dépend du type de boîte. Si c'est une boîte plus petite, peut-être que le branding, ça devrait pas être la priorité, non? Tandis que dans une équipe plus grande, bah oui, on peut se permettre justement de travailler beaucoup plus la visibilité et d'investir beaucoup plus dans des tests, dans des tendances, dans des trucs un peu plus nouveaux, non? C'est ça. En fait, c'est le truc de se dire, et on pense à tort que le marketeur, c'est quelqu'un de peut-être trop créatif et pas assez rationnel. Ouais. Sauf qu'il y a des marketeurs qui sont rationnels et il faut l'être. En fait, quand tu fais ce métier-là, il faut être rationnel. Donc, le côté où, par exemple, tu vas te dire, le concurrent, il a lancé son podcast, donc si je le fais pas, c'est que je suis en retard. Mais en fait, non. Si le concurrent se jette par la fenêtre, tu vas te jeter par la fenêtre. Voilà. En fait, c'est ce truc-là, purement, c'est pas rationnel. Mais souvent, les gens vont se dire, il faut que je fasse ça parce que le concurrent fait ça. Mais est-ce que, du coup, tu as bien mesuré l'impact? Est-ce que c'est la priorité? Est-ce que toi, dans ton business, actuellement, c'est là où ta cible se situe? Tu vois? Est-ce que tu penses que c'est un peu ce qu'on appelle le FOMO, non, le Fear of Missing Out, des entrepreneurs, de voir que tout le monde le fait, du coup, ils disent, faut que je le fasse au cas où ça le pète. Donc, au cas où ça va bien, au cas où... C'est ça. C'est franchement, vulgairement, ce qu'on peut appeler le syndrome ChatGPT. C'est le truc où, en fait, y a un truc qui est sorti, ça fait le buzz, faut absolument qu'on se mette dessus. Ouais. Puis c'est pas grave si on se fait sanctionner par Google 9 mois plus tard parce que tous nos contenus, c'est que fait par l'IA. Mais il faut que je le teste parce que c'est trendy et que tout le monde l'aime. Non, c'est ça le truc, en fait, je prends du recul. Je le teste, bien sûr, mais je prends du recul et je pense que c'est le plus difficile parce qu'en fait, derrière, on reste tous des êtres humains. Donc, tous ces côtés émotionnels, ça rentre en compte dans notre travail. Ça sert à rien de dire qu'en fait, il faut faire une différence entre le professionnel et le reste. C'est pas possible. On est des êtres humains. Donc, il faut juste essayer de se reprendre et de se dire, OK, sous-peser. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois? Justement, tu parlais de tests. Ça l'amène un peu à la deuxième erreur, non, qu'on a découvert. Et c'est vraiment de pas tester quelque chose. C'est vraiment de se lancer à full avant de tester la chose, en fait. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, justement, ils ont cette idée on va lancer une série de 15 épisodes sur une chaîne YouTube, sur un truc. Et ensuite, ils n'ont pas fait un test à plus petite échelle. Ouais, carrément. Ça, je le vois aussi au niveau du lancement des produits. Tu vois. C'est clair. Quand les gens vont se dire, tiens, je vais lancer telle formation ou je vais lancer tel produit, c'est sûr que ça va marcher. Et c'est juste comme ça, hein, c'est au pifomètre, quoi. Sans avoir fait une vraie recherche, savoir s'il y a de l'attraction sur ces mots-clés-là, par exemple. Ne serait-ce que ça, en fait, ça te permet de savoir. Regarder sur Google Trends si tu vois qu'il y a vraiment une tendance... vérifier les choses en fait en termes de data sur quelque chose de tangible et pas juste au pifomètre de se dire oui si je fais ça c'est sûr que ça va fonctionner. Et franchement le nombre d'entreprises qui font ça c'est juste incroyable, vraiment. Et on va lancer ça. Non mais le concurrent l'a fait donc c'est sûr que ça marche. Mais, ok, mais est-ce que ça veut dire que le concurrent l'a fait, que ça va bien pour le concurrent? C'est aussi un truc, j'ai l'impression que on voit beaucoup de choses, beaucoup de produits qui se lancent, mais ça ne veut pas dire que ces produits performent, en fait. C'est clair. Et en fait, tout simplement, c'est un grand mot parce que ça dépend aussi quand même de pas mal de choses et de ressources qu'on a aussi en interne. Mais je dis pas qu'il faut pas tester, ne abandonner ses idées parce qu'on va se dire, de toute façon, c'est pas parce que le concurrent le fait que machin, etc. Ce que je dis, c'est qu'en gros, créer ta landing page. Envoie un trafic dessus, la publicité, essaye de voir si ça prend, même si c'est pas grave, t'as rien en stock, mettons que tu testes un produit mais en fait peut-être tu l'as pas en stock, c'est pas grave, t'envoies un petit mail derrière aux gens pour dire oups, on a plus de stock, voilà, on vous informe dès qu'on en a, mais teste-le en amont,
ça prend pas tant que ça de temps. En fait, en une semaine, tu peux vérifier ton hypothèse. Ouais. Donc ça c'est plus rationnel, je pense. Non, c'est clair. Après, il y a un peu l'autre partie, l'autre facette des tests. Est-ce que tu penses que des fois, on teste trop avant de prendre une décision? Des fois, j'ai l'impression, des fois, on itérait trop sur la même chose, non? Et on se dit, je vais tester, non, ça marche pas, je vais tester version B, version C, version D. Et des fois, il faudrait peut-être juste prendre la décision, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ouais, c'est le problème, c'est l'effet scientifique où en fait, à un moment où tu te retrouves avec un AZ test, alors que t'es censé avoir que, c'est ça, t'es censé avoir que 2 versions, mais t'as voulu pousser. Et ça arrive, je crois, plus souvent dans les grandes boîtes, effectivement, ce côté-là où en fait, justement, t'as pas de temps imparti. Et en fait, c'est ça le truc. Quand on rentre dans une phase de test, pour moi, il y a toujours un temps imparti à ça. C'est-à-dire que je veux tester telle hypothèse. Dans ce cas, j'ai 3 semaines pour la tester. J'ai 2 semaines pour la tester. Ça te force à prendre une décision, en fait. T'as 2 semaines, 3 semaines pour mettre en place tous tes tests, tout tester et récolter de la data. Et à partir de ce moment-là, Mais si tu te dis, tiens, je vais tester ça, et puis t'as pas de deadline, tu vas jamais t'arrêter, en fait. Tu vas tester c'est ça, le truc. C'est ça, exactement. Ouais. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mais c'est juste qu'à un moment aussi, il faut se cadrer. Et en fait, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tout est une question que de cadre et de process. C'est vrai. Et quand on parle de tests, par exemple, qu'est-ce que tu penses au niveau d'assigner un budget pour les tests dans ton budget annuel? Ouais, ça c'est trop bien. C'est carrément une bonne idée, en fait. Parce que, mine de rien... Bon, ça dépend des boîtes, hein. Bien évidemment. Une grande boîte va avoir moins de problèmes à allouer un budget test. Une moyenne, petite boîte, elle va avoir plus de problèmes. Dans tous les cas, que ce soit une petite ou une grande boîte, elle perdra plus d'argent à se lancer dans un truc qui fonctionne pas qu'à allouer un budget pour vérifier une hypothèse. Ouais. Un truc bateau. J'ai déjà vu dans un organisme de formation qui a lancé une formation qui ne fonctionnait pas du tout. Quand tu regardais la traction en termes de volume de recherche sur la formation, elle était très faible, elle était 30 personnes par mois, mais bien évidemment, ils ne l'ont pas regardé avant. Donc, le temps d'avoir fait la communication, de s'inscrire au salon, de publier des trucs sur les réseaux sociaux, etc., plus les ressources internes qui ont été dédiées à ce truc-là. Ouais. Mis bout à bout, en fait, tu te dis, j'aurais dû prendre ne serait-ce que 10% de tout ce que j'ai perdu là et l'investir dans une phase de test. C'est clair. J'ai l'impression aussi que selon le type de boîte, peut-être qu'une petite boîte, c'est beaucoup plus difficile d'allouer un budget pour les tests parce que vraiment, on priorise le chiffre d'affaires. C'est ça. Les chiffres d'affaires, mais après, même une petite boîte, est-ce qu'elle devrait aussi faire ces phases de test? Carrément. Moi, je pense qu'une petite boîte, à partir du moment où elle priorise ses efforts, qu'elle sait ce qui fonctionne, si normalement on fait bien les choses en termes de marketing, du coup on met sur ce qui fonctionne, que ce soit les ads, le SEO, n'importe, et qu'ensuite on réattribue une partie de ce qu'on a gagné dans les tests. Là c'est pertinent. Ouais. Mais c'est toujours avoir cette logique, d'abord je gagne. D'abord je gagne et ensuite je dépense. Avec l'argent je le dépense pour faire de l'argent. Ouais. Voilà. Et c'est juste ça. Pas besoin de s'endetter ou de faire des trucs... Pas besoin de se lancer dans des tests alors que ça fait 2 mois que la boîte elle existe. Il y a un moment où voilà, mais en gros avoir toujours ce truc là, je prends de l'argent pour faire de l'argent. Ouais, on lance notre page web et aux 2 mois, on va faire un test de changer la landing principale. Ou le logo. Ah ouais, le logo. Ça on l'a déjà vu plein de fois, hein. Change le branding, ça fait 3 semaines que la boîte elle existe, ça sert à rien de changer le branding. Mais bon, en soi, c'est des erreurs qui arrivent quoi. Ouais. En parlant aussi un peu de problèmes, moi, c'est des problèmes que j'ai souvent eu à l'interne dans des grandes boîtes. On en parle beaucoup, c'est un peu l'effet corporate, on sait tout. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? Parce que souvent, les décisions qui sont prises en haut par les dirigeants, c'est des décisions très... je pense que... par exemple, on parlait l'autre jour de la couleur. Je pense que la couleur, ça, on devrait changer à bleu. Ouais. Non, et qu'il faut, en fait, c'est une des erreurs, en fait, c'est de ne pas écouter... notre client. C'est notre client, en fait, qui va nous dire ce qu'on devrait mettre au nom de produit, à la couleur du produit, à la fonctionnalité principale. Donc, moi, j'avais bossé avec une DG un jour, elle supportait pas le vert. Mais vraiment, elle détestait le vert. Le vert, ok. Ouais. Alors, du coup, il fallait refaire les maquettes, il fallait refaire les CTA, parce qu'il fallait pas qu'il y ait de vert. Sauf que le vert, ça reste quand même une couleur assez flashy. Sur un bouton d'incitation à l'action, les gens, ils le remarquent.
pas quelque chose qui va faire qu'en fait, on peut pas se dire, moi aussi, je suis pas super fan du verre, mais quand je réfléchis, je me dis pas, bon, bah, comme j'aime pas le verre, je vais pas faire ça. Il me faut plus de données, plus de trucs derrière. Et je trouvais ça super dommage parce qu'on n'a même pas pu tester, de voir, en fait. Et elle sortait des trucs qui, pour elle, étaient très pertinents, mais d'un point de vue marketeur, par exemple, elle disait, non, mais on n'est pas obligé de faire du vert, on peut faire du gris. Non. Sur un bouton d'appel à l'action, on met pas un bouton d'appel à l'action en gris. On sait que les gens, ils vont pas le voir et vont se dire que le bouton non, c'est clair, il y a des études, en fait, qui ont été faites pour justement... Exactement. Qui parlent des couleurs, les meilleures couleurs pour les différents boutons d'action. Mais tu viens de le dire, il y a des études. Il y a des études qui font que... Mais sauf que quand t'es en réunion avec plusieurs personnes, chacun a son historique, chacun a son ego, chacun a, tu vois, ses propres caractéristiques. Les gens vont dire non, moi je préfère le noir parce que je veux que ma boîte elle soit perçue comme quelque chose de luxueux. Sauf que ta boîte elle ne vend pas quelque chose de luxueux. Donc est-ce que c'est vraiment logique? Est-ce que c'est ton ego qui part? Et en fait, tu vois, tu dois être là en tant que marketeur, écouter et t'oublier et dire bon bah ok, faut pas que je les froisse non plus, mais faut que je leur fasse comprendre qu'en fait c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir et qu'à la fin on ne sait pas en fait. Donc laissons la parole à ceux qui décident, à savoir à notre cible, en faisant ces fameux tests. Voilà, bah aussi je pense c'est en recueillant les données, non? Donc, exactement. Je pense que ce qui est difficile de notre côté, surtout si on a un peu le profil de marketeur centré sur les données, non? Un peu data focus qu'on appelle. Vraiment, nous, on vient avec cette liste, c'est des preuves en fait, c'est une liste de données, c'est une liste... c'est tangible. C'est très tangible et justement, c'est quelque chose qui pourrait justifier facilement de faire ou pas faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Et souvent, j'ai l'impression que c'est très difficile de convaincre les dirigeants au placé dans ce type d'action, non? Donc, quelles seraient un peu tes astuces, non, pour quelqu'un, justement, un professionnel du marketing dans une grande boîte qui, justement, qui a un peu cette philosophie aussi qui dit non, mais moi, je vais me baser sur la donnée, sur les différentes données, les études, pour, justement, améliorer notre produit. Et du coup, comment est-ce qu'ils devraient adresser cette situation avec les dirigeants? Alors, je pense que déjà, la plus grande difficulté, c'est de ne pas le prendre personnellement. Déjà, il faut avoir suffisamment d'empathie pour se dire, la personne en face, en fait, son choix en dit long. Comme je te disais, par exemple, l'exemple réel que moi j'ai pu avoir avec un PDG qui insistait pour que tout soit en noir et blanc, alors que c'était pas un produit luxueux qu'il vendait. Il y a ce côté où c'est son ego, il veut être perçu comme ça, sauf que la cible, elle voit les choses différemment. Donc il faut être apte à le comprendre, ça, et à lui présenter les choses de manière à ne pas le froisser, mais surtout ne pas prendre ça personnellement. Il faudrait pas se dire ah mais il m'écoute pas alors que c'est quand même moi le marketeur. Il faut quand même se dire ok, c'est son ego qui parle. Moi, en tant que marketeur, je vais essayer de lui montrer pourquoi, tangiblement, sa cible, elle va pas se tourner vers ce type de couleur ou de discours, en fait. Ouais. Et je pense qu'à partir du moment où on a des données et des choses tangibles à présenter, sauf si on a vraiment quelqu'un de mauvaise foi en face, ce qui peut arriver, hein. Wow. Mais en général, les données parlent et ça a tendance à toujours calmer tout le monde. Ouais, voilà. Je pense que c'est ça, en fait, l'astuce, non, le conseil, ça serait vraiment de faire sa recherche, de faire ses études, de trouver, non, les données, les études pour pouvoir justement justifier, non, un peu l'opinion. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que c'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est les données parlent. Les données parlent, donc tu peux pas vraiment discuter contre des données qui sont des faits, qui sont vraiment des trucs... Exactement, c'est ça, en fait. C'est se rappeler que... on n'a pas de... Enfin, je sais pas, on ne fait pas des petites choses, mais en fait, c'est pas nous qui parlons, c'est pas nous qui décidons. En fait, une entreprise, elle existe qu'à travers ses clients. On sert tout le monde sert quelqu'un. Donc, il faut se rappeler qu'on n'a pas notre place dans ce genre de décision. Et ça, c'est une énorme leçon d'humilité, mais qu'on est obligé d'avoir, si on veut en tout cas être un bon marketeur. C'est clair. Il y a... Une autre erreur auquel on a parlé l'autre jour, en fait, et je trouvais très important, c'est très bien d'avoir des idées et d'avoir des plans, mais si on n'est pas capable, en fait, d'exécuter ces plans avec une bonne gestion de projet, non, c'est très difficile de voir les résultats. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment... c'est vraiment un des problèmes qu'on peut avoir, c'est si on n'a pas quelqu'un à l'interne qui sait bien gérer les projets, qui sait bien mener un projet de A à Z, avec un roadmap, avec des délais précis, avec des objectifs clairs, ça fait qu'une très bonne idée, ou une très bonne activité, ou un très bon levier, ou peu importe, n'arrive pas en fait à atteindre ses objectifs.
C'est ça. T'as tout dit là. En soi, c'est toujours une question de process, d'organisation. Par exemple, demain, j'ai envie de lancer un test, j'ai envie de lancer un nouveau produit. Je vais d'abord le tester en amont, je vais me donner une deadline de temps. Je sais que je peux le tester sur tant de semaines. En tant de semaines, je dois faire, semaine 1, je dois faire ma landing page, semaine 2, je dois faire ma newsletter, n'importe, enfin bref. Mais en tout cas, que tout soit bien timé et qu'ensuite, à la fin, des 3 semaines, je prends simplement ma décision. Mais en fait, tout doit bien être cadré et processé parce que sinon, on se ramène en janvier. On se dit, cette année, j'aimerais bien faire un podcast, mais on c'est sur TikTok et faire tout mon contenu avec ChatGPT. Et après, à la fin, il n'y a rien qui sort. Fin de l'année, on fait quoi l'année prochaine? Je sais pas. On va voir la prochaine tendance et on va se lancer dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement cette année? Il y a ça, mais ça a pris 4-5 mois parce que tel est parti en congé. Et puis, tout s'anticipe. Tout s'anticipe. En vrai, tout s'anticipe. À partir du moment où on a la bonne structure, la bonne roadmap, tout s'anticipe. Et c'est pour ça que c'est toujours très important d'avoir une personne qui est super cadrée. Parce que c'est aussi une question de personnalité, je veux dire... On ne l'est pas tous forcément dans la vie perso ou quoi que ce soit, mais il faut prendre quelqu'un de cadré qui va permettre en fait de délimiter un peu ça pour tout le monde. Pour que les gens ne soient pas perdus, en fait. Parce que tout le monde a besoin de sa ligne directrice. Tout le monde a besoin de savoir ce qu'il doit faire, à quelle fréquence, etc. Donc je pense que c'est de la responsabilité de chaque boîte d'avoir au moins une personne qui soit dédiée justement à cette gestion-là. À la gestion, et c'est vrai que quand tu parlais d'anticiper, ça arrive tellement souvent en fait qu'on a des projets et du coup on dit ah non, on va pas pouvoir lancer le tel produit parce que telle personne est en vacances ou telle personne, et c'est vrai, on a tous le droit de prendre des vacances. Oui, c'est clair. Mais c'est des trucs que justement on peut anticiper. Oui. C'est des trucs que dans cette gestion de projet on devrait mettre en compte. Non, ça devrait mettre justement un peu dans le plan. C'est ça, parce que en général, personne ne... En tout cas, on n'a pas encore la chance de pouvoir poser des congés du jour au lendemain. Je crois pas que ça se passe comme ça. En général, les gens, ils passent par leur manager. Ils s'y prennent plusieurs semaines à l'avance parce que même eux, ils n'ont pas envie de prendre le dernier billet qui coûte le plus cher possible. Donc, en fait, tout ça, ça s'anticipe. On sait que on va lancer tel produit. Je sais pas, on ouvre le SIRH ou je sais pas, l'outil RH. On voit qui est en congé, à quelle heure, quand. Et en fait, on se dit, OK, si tous mes devs là, ils sont pas disponibles, peut-être que je vais pouvoir, externaliser ou reporter ça ou mettre une date de sortie qui est plus longue. Combien de boîtes à chaque fois disent j'ai fait une refonte, un nouveau site internet, ça a duré 8 mois de plus que ce qui était prévu. Ça a duré, désolé de te dire, mais si ça a duré 8 à 10 mois de plus que prévu, c'est qu'il y a eu un problème dans ta gestion de projet. C'est que la projection, elle n'avait pas été bien faite en fait. Exactement. Alors que tu te lances, il se lance comme ça voilà, tiens, je vais appeler un designer, et puis ensuite je vais appeler un développeur, et puis ensuite je vais appeler un SEO, puis... Non, dès le départ, il faut cadrer tout le truc. À quel moment j'ai besoin d'un designer, à quel moment, qu'est-ce qui se passe quand j'ai les maquettes, l'aller-retour, comment ça se passe, bref. Avoir tout ce scope de vision, en fait, c'est pareil pour tous les projets. Tout peut se cadrer et s'anticiper. Ça revient aussi un peu à cette partie de vision globale. Qu'il faut avoir la vision globale sur tout. Il faut au moins avoir une personne qui ait cette vision globale pour pouvoir prendre ces décisions de priorisation, d'anticipation et d'optimisation aussi des process. Donc, OK. On va rentrer maintenant dans la partie plus notre step by step. Donc, c'est dans notre format de podcast. Ce qu'on fait normalement, c'est à la fin, on essaie de donner un peu une checklist à nos auditeurs pour les aider en fait à appliquer. Donc, aujourd'hui, à cause qu'on parle de planification de l'année, on parle un peu de faire le bilan de l'année, on parle un peu des bonnes pratiques et des erreurs à pas commettre. Ouais. Quelles seraient les étapes en fait que tu dirais à quelqu'un, un professionnel de marketing, un entrepreneur, solopreneur, peu importe, qui doit justement planifier 2024 et qui devrait planifier son plan de marketing? Quelles seraient les étapes à suivre? Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi aussi, t'es une marketeuse, avec beaucoup d'expérience. Donc, en gros, moi, ce qui me paraît concret, c'est vraiment de faire un bilan de l'année d'avant, d'abord. D'accord, je suis complètement commencer à identifier déjà tous les leviers sur lesquels t'as mis des efforts, essayer de récolter toute cette data. Ouais. Et ça... Pour le coup, ça nécessite d'avoir un plan de tracking qui soit aux oignons. Donc, clairement, pas d'erreur là-dessus. À partir du moment où tu as la data et tu sais combien tu as investi en ads, combien tu as investi en SEO, et je parle vraiment de tout. Je parle aussi, il faut prendre en compte le fait que quand on investit dans un levier, c'est pas que l'argent qu'on va mettre brutalement dedans. C'est aussi le temps et la ressource qu'on a derrière. Bien sûr, les ressources humaines qu'on met, le temps qui est investi, c'est clair. Quand on fait son bilan, il faut bien prendre en compte tout ça. Et ensuite, reprioriser.
en fonction des résultats. S'il y a des leviers qui rapportent le plus que d'autres, bah, il faut mettre plus d'efforts dans ces leviers-là. S'il y a des leviers qui ne fonctionnent pas bien, ça fait combien de temps qu'on est dessus déjà? Si ça fait 2 semaines et que ça fonctionne pas, c'est normal. Mais si ça fait un moment, quelques mois qu'on s'est lancé dans ça et que ça fonctionne pas des masses, il faut peut-être commencer à envisager, même si ça fait du mal, de se séparer de ce levier-là. Et de réinvestir l'argent de ce levier-là, peut-être dans un test, dans un nouveau truc. Dans un test, ou bien par exemple, ce qui fonctionne pas, normalement, ce que nous on regarde beaucoup, c'est pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Exactement. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas atteint les objectifs qu'on s'était mis durant l'année? Donc, du coup, la croissance, par exemple, des réseaux sociaux n'a pas été aussi élevée, aussi rapide qu'on aurait espéré. Pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on contrôle, nous, ou pas? Non? Et après, il faut regarder aussi, je pense, la partie... est-ce qu'on peut faire quelque chose pour changer ça, en fait? Donc là, c'est une question de, bien sûr, peut-être réduire un peu ces ressources, ces investissements, mais peut-être changer la stratégie d'un levier ou d'un canal en concret. Non? Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait aussi regarder non, au niveau de... oui, on va investir, on va doubler les efforts dans les différents canaux qui fonctionnent ou dans les différents leviers qui marchent bien. Mais après, dans ce qui ne marche pas bien, on prend la décision, on arrête ou... on fait les choses différemment. On fait les choses différemment. Donc, ça pourrait être... Après, c'est vrai, je pense qu'il faut voir un peu les ressources qu'ont les différentes boîtes. Il y a peut-être des boîtes qui n'ont pas les ressources pour rechanger le tout et c'est mieux d'arrêter, non? Mais je pense que ça serait... c'est la première étape. Je pense que ça serait un peu Oui, c'est clair que dans tous les cas, de toute façon, il faut se poser et réfléchir vraiment, se dire, OK, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Si ça se trouve, j'avais pas les compétences aussi. Peut-être qu'on peut avoir recours à quelqu'un de plus expérimenté sur le sujet, mais il faut aussi accepter, voilà. Je pense qu'il faut donner une chance et se donner à fond. Et si ça fonctionne pas, il faut accepter de se dire que c'est pas un échec. De toute façon, dans nos métiers, on n'a pas d'échec. On n'a que des apprentissages. Donc, en gros, il faut accepter de se dire, OK, je lâche ça, mais j'investis à fond dans ce qui fonctionne et je garde un budget dans ce que j'ai envie de tester. Mais si j'ai envie de tester quelque chose, c'est que j'ai une hypothèse. Il faut vraiment aussi avoir un process carré. Je mets mes hypothèses, mon temps pour tester mon hypothèse. Et je dépasse pas ça. Et aussi un autre truc, c'est en dehors du côté données, etc., il faut aussi se poser sur l'efficacité de ces ressources humaines. Et se dire, en gros, cette année, tous les projets qu'on a faits, combien de temps ils ont duré versus combien de temps ils auraient dû durer. Et essayer d'identifier, en fait, ces pain points-là aussi. Parce que la nouvelle année, c'est l'année des nouvelles résolutions. Il faut tout reposer à plat, en fait. Donc, si j'ai mis 12 mois sur une refonte au lieu de 6, bon, ben, où était le hic? Quel était le problème? Et là, je ne vais pas de virer tout le monde, hein, mais en gros, de se dire, qu'est-ce que je peux mettre en place? Peut-être des weekly, peut-être, je ne sais pas, un monthly avec les équipes de direction, les différents départements. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour fluidifier cette communication-là, pour qu'il n'y ait pas de hic? Et on ne va pas se mentir, tout ça, c'est de la responsabilité des managers. Bien sûr. C'est de la responsabilité des managers. Donc, clairement, si c'est pas fait à ce moment-là, on peut pas vraiment parler d'une nouvelle année. Donc moi, je dirais, pour récapituler, analyser ces données, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, analyser le process, le fonctionnement de ces équipes. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et essayer de tirer un énorme bilan de tout ce qu'il faut faire pour améliorer tout ça, en fait. Et prendre la décision si on continue pas. Exactement, c'est ça. J'ai l'impression que souvent, c'est très difficile d'arrêter de faire quelque chose qu'on fait parce qu'on le fait par inertie, en fait. Des activités qu'on a toujours fait, et on dit, on a toujours fait ça, en fait. Et du coup, j'ai l'impression que souvent, c'est très difficile de freiner et de prendre la décision de non, faut vraiment faire pause sur ce type d'activité. T'as plein de biais cognitifs qui rentrent en jeu. Quand on s'investit pendant un moment dans quelque chose, on a l'impression que c'est la mort de s'arrêter. Parce qu'on pense à tout ce qu'on a investi comme temps. Et c'est vraiment que psychologique. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc c'est pour ça que quand on abandonne un truc, il faut se dire, OK, il y a peut-être aussi ce biais cognitif qui est en train de jouer. Ça me fait pas plaisir, j'ai tout investi dans cette chaîne YouTube, par exemple, mais concrètement, là, ça fonctionne pas. Il faut arrêter de pousser, tu vois. Moi, j'avais eu ça aussi dans une des boîtes pour laquelle j'avais bossé. On faisait des événements une fois par mois, mais des événements qui avaient rien à voir avec ce qu'on vendait. C'est des événements qui touchaient à des sujets qui, selon nous, pouvaient intéresser notre cible. Mais en fait, derrière, après l'événement, il n'y a personne qui signait pour s'inscrire. Parce qu'on vendait des formations, tu vois. Et personne ne s'inscrivait pour faire une reconversion ou une formation. Donc, au bout de 8 mois, 9 mois, moi, j'étais là en train de dire,
y a un petit souci, c'est pas que ça me dérange pas d'être là de 18h à 21h une fois par mois pour faire un événement, mais reposons les choses, tu vois. Ouais. Et ils ont mis quoi, 1 an et demi, 2 ans à abandonner, parce que ça faisait tellement longtemps que c'était ancré dans l'ADN de la boîte de faire ça, que c'était impossible. Même tu leur mettais en dessous, il y a eu 0 lead, personne ne s'est inscrit. Les gens, à la rigueur, ils prennent une plaquette et puis après, on n'en entend plus jamais parler. Il faut arrêter. Non, mais tu comprends pas, ça c'est plus une question, c'est une habitude, c'est une question de branding. C'est habitude, mais c'est le problème, c'est qu'il faut... Exactement. Il faut vraiment arriver à sortir, en fait, de un peu ce cycle vicieux, non? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça le truc. Et se rappeler juste, en fait, on est des êtres humains, donc c'est pas grave, on va abandonner, on va investir ce temps-là dans un autre truc qui, lui, va fonctionner. Bah, franchement, ça allait mieux. Une fois qu'on a arrêté, je vais pas te mentir, personne n'a regretté. Hein. Donc, moi, en fait, on m'a donné comme conseil une fois, ou plutôt une réflexion, que ça a toujours resté avec moi, c'est... Parce que moi aussi, j'étais dans cette situation où est-ce que je disais non, j'ai pas envie d'arrêter de faire ça parce qu'on l'a toujours fait et c'est dans la culture de la boîte, tu vois. Et on m'a dit, OK, imagine-toi, on va arrêter par exemple la chaîne YouTube pendant 6 mois. Est-ce que ça va avoir un impact sur les chiffres d'affaires, sur notre CA? Et du coup, tu dis, est-ce que la boîte va s'effondrer? Ouais. Et du coup, tu mets et tu penses, tu dis, ça veut dire on va arrêter de le faire, on va faire une pause. On va faire une pause pendant 6 mois. Est-ce que l'impact est positif ou négatif? Ou neutre? Il n'y a rien, en fait, qui se passe. Bah, s'il n'y a rien qui se passe, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas un impact positif, non? Après, justement, du coup, moi, ça a beaucoup resté avec moi. Et souvent, quand justement je suis dans ces situations, je me pose cette question. Je dis, et si je fais pause? Ouais. On va faire une petite pause, 6 mois. Qu'est-ce qui va arriver? Ouais, c'est clair. Et souvent, je me dis, mais rien, en fait. Mais c'est dur, hein. C'est très dur. Quand tu mets sur pause, c'est dur. Vraiment, c'est horrible. Non, parce qu'on est dans la routine, non? C'est l'habitude. Il faut vraiment essayer de sortir de ces habitudes. C'est ça. Mauvaises habitudes, non? Donc, Bah, faut se dire tout le temps, il faut se renouveler, il faut s'améliorer, il faut chercher à savoir, bon, qu'est-ce que j'ai mal fait, sans se flageller, tu vois, mais au moins se dire, d'être dans un processus d'amélioration continue. Ouais. Ça, c'est clair. Pour le marketeur, c'est obligatoire. Ouais. Donc, bilan, première étape. Reposer les choses à plat, oui. Que ce soit en termes de données, identifier les canaux qui performent le plus, réattribuer le budget en fonction, ça de mettre un paquet d'argent sur un truc qui n'a pas fonctionné, se poser sur les trucs qui n'ont pas fonctionné et essayer de réfléchir pourquoi. Voilà. Et de se dire, voilà, si là, maintenant, j'ai trop le nez dedans, ou que dans 1 semaine, je dois avoir pris la décision. Pour avoir ce recul-là et se dire, ok, bon, bah, dans ce cas, je lâche ou je continue. Et aussi reposer tous ces process, mes équipes, mes projets. Qu'est-ce qui a pris trop de temps? Qu'est-ce qui n'a pas pris trop de temps? Est-ce que les autres départements savent ce que nous, on fait? Est-ce qu'il y a une fluidité dans la communication? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça? Vraiment tout, mais tout refaire, en fait. Tu vois, c'est un peu comme le ménage de printemps. T'arrives en fin d'année, tu reposes tout, tu remets tout en question. Et à partir de ça, tu crées ta stratégie pour l'année d'après. Donc voilà, bilan. Et ensuite, on crée. Et dans la partie création, combien de ressources ou d'efforts est-ce qu'on devrait mettre en fait à l'innovation et la création de nouveaux leviers, justement qu'on n'a pas testé avant en fait? Je pense que la logique, alors si tu pars de la logique que ton budget marketing, tu l'as réattribué dans des canaux qui fonctionnent. Donc tu vas générer plus d'argent dans ces canaux-là par rapport à l'année d'avant. Cette plus-value que tu as générée par rapport à l'année d'avant, bien sûr, tu peux la prendre et la réinvestir dans un budget de test, expérimentation. Super. Je pense tout simplement, enfin la logique voudrait que ça fonctionne comme ça. Alors bien évidemment, après il y a plein de trucs qui entrent en jeu, comme la hiérarchie, la pensée de un tel, et plein de trucs comme ça. Mais rationnellement, normalement, tout ce que tu génères en plus-value, tu l'utilises dans une sorte de R&D. Et quand on parle aussi, normalement, quand on fait un plan pour l'année prochaine, on regarde aussi ce qu'il y a, les tendances, on regarde les nouvelles technologies, on regarde, on parle beaucoup d'IA maintenant, non, mais on parle avant, on parlait beaucoup de réalité virtuelle, réalité augmentée, on parlait de big data, ça a été aussi une grande phase. Non, la recherche vocale aussi. La recherche vocale, maintenant le search aussi, le voice search. Ouais. Ok, super. Donc, au niveau de l'innovation, au niveau des tendances, comment est-ce qu'une marque, justement, bien sûr, on reste un peu dans cette sphère de test, non? C'est un peu ce sac qu'on a de budget pour faire des tests. Mais
quelles seraient en fait les différentes tendances qu'on pourrait tester ou quels seraient les trucs que les gens pourraient... Comment est-ce qu'on pourrait valider en fait ce type de test pour des nouvelles tendances, nouvelles technologies? Par exemple, il y a énormément de gens qui en ce moment ils se posent la question... faut implémenter des process avec l'IA pour optimiser la création de contenu. On doit optimiser notre temps. On veut gagner du temps, mais on veut pas perdre en qualité. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait surtout dans les grandes boîtes, j'ai l'impression que c'est difficile parce qu'on a tous eu peur. Hein. Il y a beaucoup de marketeurs qui ont eu peur, surtout les copywriters. Justement, au niveau de... Il y a beaucoup de boîtes qui ont pris la décision, en fait, de laisser aller beaucoup de personnes humaines pour prendre l'IA, en fait. Pour prendre des outils. Donc, comment est-ce qu'on prend cette décision? Pas nécessairement sur l'IA, mais sur d'autres technologies ou d'autres tendances ou d'autres trucs qu'on voit qui commencent à se... justement, le voice search, ça peut être un exemple. En fait, ça dépend de la tendance en elle-même, le temps qu'elle prend. Tu vois, par exemple, je sais pas, à un moment, ce qui était tendance, c'était de se lancer sur TikTok. TikTok, clairement, au bout de 2 vidéos... Bon, si, c'est vrai que sur TikTok, tu peux percer en 2 vidéos. Mais... Mauvais exemple, mais prenons un autre réseau, je sais pas, LinkedIn ou n'importe. Tu sais, t'as toujours ce truc un peu incrémental où ça met du temps, donc il faut aussi prendre en compte ça, tu vois. Ça dépend vraiment de ton canal. Je dirais que quand tu tombes sur un canal qui va nécessiter du temps, faut prendre en compte ce temps-là et le mettre dans ta deadline en fait d'expérimentation. Tu vois. Si j'ai envie de me lancer sur un truc qui prend du temps, honnêtement, en 3 mois, je teste mon hypothèse. Ouais. Si j'ai envie de me lancer sur un truc court, par exemple la publicité, avec la publicité, tu peux vite valider une hypothèse. On peut dire qu'un mois, au bout d'un mois, j'ai validé mon hypothèse. Bien sûr. Donc, prendre ce truc-là et ne jamais dépasser 3 mois. Pour moi, 3 mois, c'est suffisant pour avoir des insights sur absolument tout, même le SEO. Ok. Même le SEO. Ouais. Moi, je trouve qu'en 3 mois, si tu fais correctement ton travail, qu'il est bien fait, qu'il est bien processé, en 3 mois, t'es censé avoir une courbe qui est légèrement supérieure aux 3 mois d'avant. Okay. Alors, je suis pas en train de te dire que tu vas générer tout de suite des millions d'euros. Non, mais la tendance, moins... tu vois un peu la tendance. Okay. Tu vois la tendance qui fait que... Mais après, quand tu te lances et que tu veux des time frames aussi courts, faut y aller, hein, on fond les ballons. Hein. C'est pas on fait un article comme ça 1 fois par mois et puis on attend que ça tombe. Non, il faut vraiment avoir un vrai process où voilà, je publie 10 articles, je fais ci, je fais ça, etc. Quoi. Pareil, YouTube, j'ai envie de tester, je vais faire une vidéo par jour. Sur LinkedIn, on voit souvent des personnes tester sur 30 jours, tu sais, t'as des espèces de challenge de posts. J'en ai fait. Tu vois, c'est ça, 30 jours de posts. Oui. Et en fait, c'est vrai qu'avec 30 jours, t'écris tous les jours. Déjà, tu t'habitues à une nouvelle pratique. Bien sûr. Et en fait, au bout de 30 jours, tu vois. Tu vois, t'as l'avant et après, tu vois. Forcément, il y a quelque chose. On va dire que 30 jours, ça reste un petit peu short quand même pour te bâtir une notoriété de cinglé, mais t'as au moins cette tu vois, ce visu et ce truc. Tu vois le progrès, en fait. Donc, c'est un peu... Exactement. Ouais. 1 mois, 3 mois, c'est bien. 6 mois pour une expérimentation, ça commence à être très long. Ouais. Et puis si tu te trompes au bout de 6 mois, tu vas l'avoir vraiment mauvaise et tu vas avoir beaucoup de mal à lâcher à 6 mois parce que tu auras mis 6 mois de tes efforts. Non, c'est clair. Donc du coup, bilan, création de la stratégie. Ouais. Maintenant, mise en place la stratégie, non? Un peu. Ouais, c'est ça. On pourrait même rajouter une autre phase, en fait. J'ai l'impression que lorsqu'on crée une stratégie, après, faut valider cette stratégie. Ah oui, et c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est très difficile de valider parce qu'il y a souvent beaucoup d'acteurs qui doivent valider cette stratégie, en fait. Ouais. Surtout dans des grandes boîtes. Donc, cette validation, j'ai l'impression que c'est tout un travail aussi de vente interne et de communication interne. Carrément. Pour pouvoir, voilà. La même chose quand des agences, non, ils sont en compétition pour un projet. C'est un peu la même chose, j'ai l'impression. Où est-ce que le budget va... Où va attribuer, non... Où va-t-on attribuer le budget de la boîte? Plus en marketing, plus en truc. Donc, j'ai l'impression que la communication de ce plan, c'est aussi important que la propre création du plan. C'est pour ça qu'en général, il faut toujours prévoir une matinée ou une après-midi de présentation dans lequel, justement, tu fais le bilan auprès de toutes les parties prenantes. Voilà ce qui s'est passé cette année, voilà les insights. Maintenant, voilà ce que je vous propose pour l'année d'après. Et est-ce que vous avez des questions, quoi. Ouais. Et en fait, en général, c'est là que ça débat, etc. Mais... Alors, c'est pénible pour tout le monde de rentrer dans une salle de réunion pour 4 heures. C'est difficile quand même. Si ça te permet de gagner du temps sur toute l'année, parce que là, tu parles de tout ce que tu vas faire sur l'année d'après. Et là, ça vaut le coup que tout le monde s'intéresse. Clairement, si ta boîte, ils te disent non, on n'a pas le temps pour ça, red flag. Hein. Faut changer de boîte, hein, clairement, parce que t'es obligé de passer par ça, en fait. Si tu fais les trucs dans ton coin, on finira par te le reprocher. Donc, au moins, avoir ce truc-là où...
tu dis en toute transparence, voilà, ce qui est prévu, comment j'ai réfléchi, etc. En général, en plus, les gens, ils sont plutôt contents à la fin. Après, j'ai l'impression, il y a aussi un peu cette... j'ai l'impression que c'est assez difficile à l'interne, surtout avec les hauts dirigeants, comment bien fixer ses objectifs pour qu'ils soient réalistes, mais ambitieux. Parce que souvent, on exige des objectifs, une croissance. Normalement, moi, j'ai souvent entendu, non, l'année prochaine, on doit augmenter le chiffre d'affaires 30%. Je dis, OK. Mais c'est quoi la réalité? Non, qu'est-ce que réellement, nous, on peut faire dans les canaux qu'on contrôle? C'est quoi un objectif qui est réaliste, mais ambitieux? Et je pense que c'est assez difficile pour les marketeurs de jouer un peu à... Je veux pas non plus mettre un objectif trop ambitieux parce que je veux pas atteindre un objectif. Je veux pas non plus mettre un objectif trop conservateur parce que sinon je vais surpasser l'objectif. Ils vont me dire que j'ai pas été suffisamment ambitieuse. Donc j'ai l'impression il y a quand même un petit... Moi au moins, j'ai un débat interne dans dans la fixation des objectifs. C'est quelque chose que, pour le coup, moi, je trouve ça extrêmement compliqué, en fait, hein, le côté fixer des objectifs. En fait, partons du principe que déjà, si tu fais 30% de mieux que l'année d'avant, c'est déjà bien. Mais en fait, comme je t'ai dit, à partir du moment où tu focalises sur ce qui fonctionne, en mettant plus d'efforts dedans, normalement, tes objectifs, tu peux les atteindre. Mais ta direction, pour moi, elle te donnera jamais des objectifs réalisables. J'ai jamais vu une boîte fixer des objectifs réalisables. Ça fait partie un petit peu de la carotte pour vous dire, tu sais, tu peux y arriver, t'inquiète pas. Et puis t'avances et puis la ligne elle recule et puis t'avances et puis elle recule. Ça fait partie du truc, tu vois. Donc, objectif, je sais pas, c'est très paradoxal avec ce que je vais te dire ce que je te dis depuis tout à l'heure, mais je trouve qu'on fait trop de cas des objectifs. OK. Concentrons-nous d'abord sur le process et faisons le point tous les 3 mois. Tous les 3 mois, t'es censé mesurer, donc avoir tes OKR, ok, chaque mois, mais plus mettre d'efforts sur qu'est-ce que je dois produire que combien je dois rapporter. Parce que il faut que je fasse 30% de plus, je vais me rouler par terre si je fais pas les 30%, etc. C'est pas forcément très rationnel comme façon de penser, tu vois. Alors que avoir tes OKR, ce mois-ci, je dois faire ça te permet de tenir et en fait, à 3 mois, tu vois comment t'as augmenté par rapport aux 3 mois d'avant. Et chaque 3 mois, tu fais ce genre de choses. Je pense que c'est plutôt une meilleure logique, à mon sens. C'est bien. Voilà. Donc, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc là, on arrive en fait dans la phase de mise en place de la stratégie. Donc, on a fait notre bilan, on a créé notre stratégie, on a présenté et validé la stratégie avec des objectifs plus ou moins réalistes. Et ensuite, c'est la mise en place. Là, pour moi, je vois beaucoup l'importance de la gestion de projet. Donc, on a un peu abordé avant, mais bon. Je pense que c'est super important d'avoir justement, ce que tu disais, une personne de très cadrée, très centrée sur que la gestion du projet, que la gestion de justement des mises en place des activités qu'on a décidées dans ce plan. Et c'est aussi quelqu'un qui doit être attentif, et bien regarder toute la performance de ces différentes activités. Et c'est cette personne qui doit aussi un peu lever la main s'il y a des problèmes, si on voit que la performance, elle n'atteint pas en fait les résultats espérés. Ouais, carrément. Le côté gestion de projet, de toute façon, t'es obligé d'y passer. Et d'avoir une roadmap claire. Et puis surtout, un outil de gestion de projet qui permet que tout le monde puisse collaborer dessus. C'est pas obligé que ce soit le truc de l'année. Hein. Moi, j'utilise par exemple Google Sheet. Il y a un plus horrible en termes d'UX. Et franchement, non, ça va. Mais au moins, ton truc, il est cadré. Quand j'ai besoin de taguer quelqu'un, je le tag. Mais il faut que chaque chose soit... Tu vois que tu aies des colonnes, par exemple, à côté d'une mission. Ou est-ce que c'est en cours? Est-ce que ça a été validé? Est-ce que ça a été publié? Est-ce que c'est en phase de test? En fait, que tout le monde ait le même niveau d'information, que tout le monde soit impliqué, que tout le monde ait accès à ces dossiers-là, en fait. Pour pouvoir, en fait, savoir, OK... ce mois-ci, en fait, après, en tant que manager, tu distribues tes OKR aux gens. Tu as quelqu'un qui est sur le contenu, tu sais que voilà, tu as fait la stratégie de contenu sur 3 mois, par exemple, tu sais que tu as besoin de 10 contenus par mois. Bon, la personne, son OKR, c'est de produire ces 10 contenus. C'est clair. Donc, le manager, il a la vision. Il met la vision globale et il donne ses petites tâches, on va dire, à chacun, les tâches qui vont faire qu'en gros, on va aller vers cette vision. Et après, chaque 3 mois, toute l'équipe se pose, OK, mes articles, ils ont apporté quoi? Mes sites, ils ont fait quoi? Mes réseaux sociaux, comment ça fonctionne, etc. Mais que ce soit vraiment dans un processus collaboratif,
Mais effectivement, il faut qu'il y ait une personne qui ait cette vision gestion de projet. Et pour moi, c'est pas le chef de projet, c'est le manager. Bien sûr. En fait, le manager doit interpréter tout ce qu'a recueilli en fait ce chef de projet. Non, donc c'est un peu cette personne qui doit donner cette information au manager et ce manager doit digérer en fait cette information, l'interpréter et prendre des décisions C'est ça, c'est le visionnaire. C'est le visionnaire. Et il mène son équipe à l'objectif, tu vois. Et ça, c'est important. Que les gens ne se sentent pas seuls, tu vois, même s'ils travaillent seuls, que chacun ne se sente pas dans son coin. Ouais. Et parce que je trouve que dans la majorité des boîtes, quand ça fonctionne pas, c'est parce que les gens, ils savent pas, en fait. Ouais. Ils ont l'impression que le manager est là pour valider les congés et puis leur dire qu'ils sont arrivés 10 minutes en retard, alors que le rôle du manager de base, c'est de créer cette vision, de fluidifier les process et d'amener les gens vers le succès. Et ça crée plus de frustration, en fait, qu'autre chose. Donc, mais bon, on va faire une révolution, mais... Non, mais c'est bien. Je pense qu'on a fait bien le tour, en fait. On a couvert pas mal de sujets, je pense. Toutes les étapes. Si jamais, pour clôturer un peu cette interview, j'aime toujours bien poser un peu la question de toi, comme marketeuse, c'est quoi, en fait, les nouvelles transformations un peu du paysage, ou les nouvelles tendances, ou les nouvelles technologies qui t'excitent un peu cette année? Ouais. Alors là, j'hésite entre te donner un petit peu des buzzwords et te dire un truc qui est extrêmement impopulaire. Ok. Tu peux me dire les deux, ça va. Alors, au niveau... Franchement, moi, ce que je fais chaque année, je me dis, ce qui fonctionne, c'est la simplicité. Mm-hmm. On a tendance à trop penser, trop surréfléchir et oublier qu'en faisant les choses simplement, parfois, ça fonctionne mieux qu'en cherchant à... midi à 14h ou quoi que ce soit, tu vois. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à toujours me dire, ok, il y a une nouvelle tendance, va pas non plus ruer dans les brancards, ok, on se la teste, etc. C'est toujours cool d'apprendre, mais j'en fais pas tout un cas. Okay. Si par contre, il y a des trucs que je trouve un peu trendy qui m'intéressent, il y a le sujet de l'IA, par exemple, c'est un truc aussi qui m'intéresse, notamment dans la productivité. Ouais. Ça, je trouve que ça nécessite un effort de formation, d'investissement, de temps passé dessus, tu vois. C'est quelque chose que tu sais que ça va diviser ton temps de travail par 2 ou soulager la charge de travail de tes équipes ou quoi que ce soit. Dans ce cas, il faut y aller à fond les ballons. Si c'est quelque chose sur lequel tu n'as aucune preuve tangible que ça va avoir... Alors, teste-y, mais t'en fais pas un grand cas, tu vois. Ok. Voilà, plutôt ça, mon conseil. C'est bien. Alors, je pense qu'on va terminer ici l'interview. Merci beaucoup, Myriam, d'être avec nous aujourd'hui. Je pense que ça a été super de parler avec toi. 2 marketeuses ensemble. C'est ça, c'était trop cool comme concept. Et je pense que c'est très bien de clôturer notre première saison du podcast, le Market du succès avec toi. Et on se reverra pour une prochaine saison. Merci encore pour l'invitation. J'ai carrément oublié qu'on était avec des caméras. Merci. C'est top. Merci, Julie.